Alors comment est-ce qu'une entreprise comme Apple ou Google arrive à faire travailler des centaines de milliers de personnes, ensemble, en parfaite harmonie? Eh bien, ce n'est pas de la magie, non, c'est ce qu'on appelle le design organisationnel. Et aujourd'hui, on va justement décortiquer cette architecture cachée, celle qui fait tourner les plus grandes boîtes du monde. Franchement, la question a de quoi donner le vertige, non? Comment on passe d'une simple idée peut-être née dans un garage à un produit mondial livré par des milliers de personnes qui doivent être parfaitement synchronisées? La réponse, en fait, elle tient en un seul mot, la structure. C'est ça le plan secret. C'est ce qui permet de transformer un chaos potentiel en une machine d'une efficacité redoutable. Oui, c'est exactement ça. Il faut voir une entreprise comme une machine incroyablement complexe. Chaque équipe, chaque département, c'est un rouage, un engrenage qui doit s'emboîter à la perfection avec les autres. Et pour que toute cette mécanique fonctionne sans le moindre grincement, eh bien il faut un plan directeur impeccable. C'est ça, son fameux blueprint organisationnel. Allez, on va essayer d'assembler ce puzzle ensemble. Mais attention, il faut tout de suite oublier l'image du simple organigramme un peu poussiéreux accroché au mur. Non, la véritable structure d'une entreprise, c'est bien plus vivant que ça. C'est un peu comme son système nerveux, comment l'information circule, qui a vraiment le pouvoir de décision, et comment les tâches sont réparties pour que tout s'enchaîne, sans le moindre accroc. Bon, si on prend la définition officielle, on parle de l'ensemble des mécanismes qui permettent d'organiser et de répartir le management. Mais pour le dire plus simplement, ce sont juste les règles du jeu. Qui a le dernier mot sur un budget, par exemple? À qui est-ce qu'un employé doit rendre des comptes? C'est l'ensemble de ces règles qui va définir le véritable ADN de la structure. Alors, au cœur de cette structure, pour faire simple, on trouve en gros deux grands niveaux. Tout en haut, on a le management stratégique. C'est le cerveau de l'opération, si on veut. C'est lui qui fixe le cap, la vision à long terme. Et puis, juste en dessous, il y a le management intermédiaire. Eux, c'est le système nerveux, comme on disait. Leur rôle, c'est de traduire cette grande vision en action, en tâches concrètes pour le quotidien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'en fait, il n'y a pas un seul et unique plan directeur. Non, il en existe plusieurs. Toute une palette, en fait. Et chacun a ses propres forces et bien sûr ses faiblesses. Allez, regardons ensemble les 6 configurations principales. Voilà, en gros, la boîte à outils de l'architecte d'entreprise. Ça commence avec la structure simple, typique de la start-up où le fondateur décide de tout. Puis, on a la structure fonctionnelle, la plus classique, où on regroupe les gens par métier, le marketing d'un côté, les ventes de l'autre, etc. On trouve aussi la divisionnelle. Là, c'est comme si chaque produit ou chaque région était sa propre mini-entreprise. Ensuite, ça se corse avec la matricielle, la fameuse structure où on peut avoir 2 chefs. Et enfin, on a les plus modernes, la flexible, très décentralisée pour être super agile, et la structure en réseau, où l'entreprise devient un chef d'orchestre qui coordonne plein de partenaires externes. Pensez à Nike, qui ne possède pas ses usines. Au fond, chaque modèle est une réponse à un besoin bien précis. Pour bien sentir la différence, comparons les 2 premières. Dans une structure simple, c'est simple. Un seul patron donne les ordres. C'est clair, net, rapide. Maintenant, dans une structure fonctionnelle, ça se complique un peu. Prenons un graphiste. Il va devoir rendre des comptes au directeur artistique pour tout ce qui est créatif, mais aussi au chef de projet pour s'assurer que les délais sont tenus. C'est forcément plus complexe, c'est vrai, mais l'avantage, c'est que chaque expert est vraiment à sa place. Bon, on monte encore d'un cran en complexité. La structure divisionnelle, imaginez plusieurs petites entreprises à l'intérieur d'une grande. Par exemple, la division Europe ou la division Smartphone a son propre patron, ses propres équipes. Les responsabilités sont très claires. La structure matricielle, par contre, là, c'est un vrai casse-tête de coordination. Un ingénieur, par exemple, va dépendre à la fois de son chef technique pour la qualité du code et du chef de produit pour les fonctionnalités à développer. C'est un jonglage constant et c'est sûr. Mais c'est souvent le prix à payer pour avoir le meilleur des deux mondes, l'expertise technique et l'agilité des projets. Ok, donc on a le plan, le blueprint, mais ça ne suffit pas. Une machine, même bien conçue, doit aussi bien fonctionner au quotidien et surtout s'améliorer avec le temps. Et c'est là que 2 nouvelles notions hyper importantes entrent en jeu, les processus et l'expérience. Un processus, c'est tout simple en fait. C'est une recette de cuisine. C'est la suite d'étapes qu'il faut suivre pour arriver à un résultat précis et constant. Et ça s'applique à tout. Pour assembler une voiture, pour répondre à un email de client, pour valider un budget, tout ça, ce sont des processus. Et bien sûr, le but du jeu, c'est de les optimiser en permanence pour rendre la machine toujours plus performante. Et c'est justement en améliorant sans cesse ces recettes que la machine devient meilleure. On touche là à un principe fondamental en économie, l'effet d'expérience. L'idée est simple. Plus une entreprise fait quelque chose, plus elle produit, plus elle apprend. Et donc, moins chaque produit lui coûte cher à fabriquer.
C'est un peu la magie de la répétition et de l'apprentissage en continu. Mais alors comment ça marche, concrètement, cet effet d'expérience? En fait, c'est une combinaison de 4 choses. Premièrement, tout simplement, on apprend de nos erreurs, donc on devient meilleur. Deuxièmement, plus on produit, plus on peut étaler les coûts fixes, comme le loyer de l'usine sur un grand nombre de produits. Troisième point, on achète en plus gros, donc on négocie de meilleurs prix. Et enfin, quatrièmement, toute cette expérience nous pousse à trouver des innovations, à améliorer la recette de base, le processus lui-même. Bon, récapitulons. On a le plan directeur, la structure, on a les processus, les recettes, mais il manque un élément crucial. Comment on s'assure que tous les rouages de la machine communiquent bien entre eux et travaillent en parfaite harmonie? C'est là qu'interviennent les mécanismes de coordination. On pourrait dire que c'est le système d'exploitation de l'entreprise. Et sur ce sujet, c'est un grand nom du management, Henry Mintzberg, qui a fait le travail. Il a identifié 6 manières fondamentales pour que les gens se coordonnent. On va les voir ensemble, en allant de la plus simple, la plus informelle, jusqu'à la plus complexe. Voyez ça comme 6 outils différents pour être sûr que tout le monde rame dans la même direction. Le tout premier, le plus simple, c'est ce qu'ils appellent l'ajustement mutuel. C'est tout bête, c'est 2 collègues qui se parlent pour se synchroniser. Les 2 développeurs qui se retrouvent à la machine à café pour débloquer un bug, c'est exactement ça. C'est de la coordination informelle, hyper rapide, hyper flexible. C'est vital dans les petites équipes. Ensuite, on a la méthode la plus classique du monde, la supervision directe. Là, c'est le chef qui dit quoi faire et qui vérifie que c'est bien fait. Le bon vieux top-down, quoi. C'est super efficace, par exemple, sur un chantier de construction. Mais on imagine bien que c'est pas l'idéal pour encourager la créativité ou l'autonomie. Troisième mécanisme, la standardisation des procédés. Là, la coordination se fait en amont. On écrit une procédure, un manuel, une bible, et tout le monde doit la suivre à la lettre. L'exemple parfait, c'est la chaîne de fast-food. Chaque burger est préparé exactement de la même façon, que ce soit à Paris ou à Tokyo. Et puis, à l'exact opposé, on a la standardisation des résultats. Ici, le comment on fait les choses, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le résultat. On va donner un objectif très clair à une équipe, genre augmenter les ventes de 15% ce trimestre, et on leur donne carte blanche pour y arriver. C'est le management par objectif. Et il reste les 2 derniers mécanismes de Mintzberg qui sont un peu plus subtils. D'abord, la standardisation des qualifications. Là, la coordination se fait parce que tout le monde a la même formation, le même bagage. Pensez à une équipe de chirurgiens dans un bloc opératoire. Et enfin, le plus puissant de tous peut-être, la standardisation des normes. Ça, c'est la culture d'entreprise. Ce sont les valeurs, les croyances partagées qui font que tout le monde agit de façon cohérente, sans même avoir besoin de règles ou de chefs. Voilà, on a maintenant toutes les pièces de notre puzzle. La structure, les processus et les mécanismes de coordination. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Essayons de synthétiser les grandes leçons. Il y a 3 points clés à garder en tête. Leçon numéro 1, la structure d'une entreprise, ce n'est pas un accident, c'est un choix délibéré, un vrai choix stratégique. C'est ce qui décide qui a le pouvoir. Leçon numéro 2, l'efficacité, ça se construit. Ça vient de l'amélioration continue des processus et de ce fameux effet d'expérience. Et enfin, leçon numéro 3, la coordination, c'est le ciment. C'est ce qui tient tout l'édifice et permet aux engrenages de tourner ensemble sans grincer. Tout cela nous amène logiquement à une dernière question. Une question tournée vers l'avenir. Dans notre monde actuel, celui de l'intelligence artificielle, du travail à distance généralisé, est-ce que ces plans directeurs, ces blueprints sont encore pertinents? Comment va-t-on designer les entreprises de demain? Des entreprises qui devront être à la fois ultra performantes, hyper agiles et aussi profondément humaines. La question est posée. Et le débat, lui, ne fait que commencer.